Les chefs des diplomaties américaines et russes brisent la glace et envisagent une future coopération. Pour Marco Rubio, la paix en Ukraine nécessite des concessions des deux parties. Écartés des négociations pour mettre un terme à la guerre en Ukraine, les Européens restent divisés quant à l'envoi de troupes sur le terrain en cas d'accord de paix. L'Ukraine inquiète avant la réunion bilatérale entre Washington et Moscou en Arabie Saoudite. Selon Volodymyr Zelensky, les États-Unis restent le plus grand partenaire de l'Ukraine. Le pape François est toujours hospitalisé pour une infection polymicrobienne complexe. Mais le Vatican annonce mardi que son état est stationnaire. En Belgique, une nouvelle fusillade s'est produite lundi soir à Anderlecht. Il s'agit au moins du 4e incident comprenant une arme à feu dans cette commune depuis le début de l'année. Sergueï Lavrov et Marco Rubio ont brisé la glace et se sont entretenus à Riyad. Selon le département d'État américain, la rencontre entre les envoyés de Trump et Poutine est la première pierre d'une future coopération entre les deux pays. Pour Washington, des intérêts et des opportunités économiques historiques émergeront d'une issue réussie du conflit en Ukraine. À l'issue des pourparlers, Marco Rubio précise qu'à ses yeux, la fin de la guerre en Ukraine nécessite des concessions des deux parties. Les diplomates américains et russes s'engagent à former des délégations spécifiques de négociateurs et de mettre en œuvre un mécanisme de consultation pour régler les contentieux. La réunion s'est tenue en l'absence de représentants ukrainiens. Volodymyr Zelensky précise qu'aucun accord ne serait accepté si l'Ukraine n'était pas incluse dans les discussions. Nothing can happen without our consent. So rest assured, and I think this is the position that has been reaffirmed by the United States directly, that Ukraine will be party of these negotiations. Les pourparlers de Riyad font suite à la conversation téléphonique de mercredi dernier entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Selon le porte-parole du Kremlin, Vladimir Poutine est aujourd'hui prêt, si nécessaire et sous certaines conditions, à négocier avec Volodymyr Zelensky. Réunis en urgence à Paris par le président Emmanuel Macron concernant le dossier ukrainien, les dirigeants européens sont restés divisés sur les suites à donner en cas d'accord de paix avec la Russie. Si tous semblent d'accord sur la nécessité d'augmenter les capacités de défense de l'Europe face à Moscou, en raison du changement radical d'attitude des États-Unis, le déploiement de troupes sur le sol ukrainien est loin de faire l'unanimité. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a, lui, fait son choix. And I'm prepared to consider committing British forces on the ground alongside others if there is a lasting peace agreement. But there must be a US backstop because a US security guarantee is the only way to effectively deter Russia from attacking Ukraine again. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré qu'il était prématuré d'envisager cette idée sans implication de Kiev. Ich bin sogar ein wenig irritiert über diese Debatten, das will ich ganz offen sagen. Hier wird über die Köpfe der Ukraine hinweg über das Ergebnis von Friedensgesprächen, die nicht stattgefunden haben und bei denen die Ukraine nicht Ja gesagt hat und nicht am Tisch gesessen hat, über mögliche Varianten von Ergebnissen gesprochen. Das ist höchst unangemessen, um es ganz offen und ehrlich zu sagen. Wir wissen gar nicht, was das Ergebnis sein wird. D'autres dirigeants, comme le Premier ministre néerlandais Dick Schoof, n'ont pas écarté l'idée de troupes en Ukraine, mais ne se sont pas engagés pour autant. De son côté, la Pologne a déjà fait savoir qu'elle ne comptait pas envoyer de soldats. Peu avant la réunion, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président américain Donald Trump, mais rien n'a filtré concernant les détails de cette discussion. L'Europe aura-t-elle son mot à dire sur le processus de paix en Ukraine? À l'heure où Donald Trump fait cavalier seul en négociant bilatéralement avec Vladimir Poutine tout en tenant à l'écart le vieux continent, l'Europe tente de se faire entendre. Well, Trump has shown that he's not very willing to share the negotiations with anyone. He is rather willing to give things away to Putin. I think Europe just has to act on its own now. We have to be clear that our commitment is not going to change. And we really have to deliver now. We have to make sure there's the money, there's the support, there's the military, which is now needed.
Le secrétaire à la défense américain a déclaré que l'Ukraine devrait faire une croix sur les territoires occupés par Moscou et sur une adhésion à l'OTAN. De son côté, l'Europe a répété à maintes reprises qu'aucune décision ne devait être prise sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Force de maintien de la paix, livraison d'armes, les États-Unis ont demandé aux capitales européennes de préciser leurs garanties de sécurité à destination de l'Ukraine. Europe has to do much more now because the US is not willing to underpin any kind of ceasefire. Trump, unfortunately, is giving away a lot to Putin. That means Europe has to give the support to Ukraine. It has to give the security guarantees. It has to put the troops there to make sure that Putin does not cross that line. Un cessez-le-feu instable ne garantirait pas une paix durable en Ukraine et en Europe. Aussi, l'Europe doit cartographier l'architecture de sa sécurité future, appelle le président du Conseil européen, Antonio Costa. We have to have a ceasefire which, yes, does stop the military action for the moment, but also has the guarantees to make sure that it can last, to make sure that we're not back in this situation in a few years' time, or even worse, with an invasion of the Baltic states, of Finland, of the rest of Europe. L'Europe n'a pas dit son dernier mot. Certains dirigeants européens se sont réunis lundi en urgence à Paris pour s'accorder sur une stratégie de défense. Le Hamas annonce que 6 otages supplémentaires seront libérés samedi, ainsi que les corps de 4 captifs. En échange, Israël s'engage à libérer des centaines de prisonniers palestiniens. La semaine dernière, le Hamas a menacé de reporter le retour des otages, accusant Israël d'entraver l'aide humanitaire à Gaza. Le 6e échange a finalement eu lieu comme prévu samedi dernier. La deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu doit entrer en vigueur au mois de mars, mais les négociations directes n'ont pas encore commencé. Cette phase prévoit la libération de tous les otages restants en échange d'une trêve durable à Gaza. Le pape François est toujours hospitalisé avec un tableau clinique complexe selon le Vatican, qui indique que son infection respiratoire s'avère difficile à traiter. Le souverain pontife âgé de 88 ans souffre d'une infection polymicrobienne des voies respiratoires, qui a nécessité un deuxième changement de traitement depuis son admission vendredi. Le porte-parole du Vatican a cependant qualifié l'état du pape de stationnaire, précisant qu'il avait repris la lecture et certaines activités professionnelles. Cette hospitalisation survient au début de l'année jubilaire de l'Église catholique, marquée par de nombreux événements habituellement présidés par le souverain pontife. En Belgique, une nouvelle fusillade s'est produite lundi soir à Anderlecht. Il s'agit au moins du 4e incident comprenant une arme à feu dans la commune située dans le sud-ouest de l'agglomération bruxelloise depuis le début de l'année. Alertée dans la soirée d'un coup de feu sur la place Saint-Guidon, la police a découvert une victime blessée à la jambe. Consciente, son état n'a pas été jugé critique et elle a pu être entendue par les enquêteurs et prise en charge par les secours. Selon les premiers éléments de l'enquête, un individu circulant en trottinette électrique aurait visé la victime avant de prendre la fuite. Il y a une psychose de toute façon, quoi. Où est la police? Parce qu'on parle de la police. Moi, je dis, il faut mettre l'armée dans les rues. Moi, je me dis, je suis pas... Voilà, j'ose le dire, il faut mettre l'armée dans les rues. Il faut faire un nettoyage, que ce soit au Peterbos, que ce soit à Clémenceau, etc. On n'est plus en sécurité à Anderlecht, quoi. L'enquête se poursuit, plusieurs témoins ont été identifiés et la police scientifique examine actuellement la scène de la fusillade. Si le mobile de l'attaque demeure inconnu et le suspect introuvable, ce nouvel incident relance le débat sur la montée de la violence dans la région de Bruxelles et les mesures à prendre pour y remédier. 4 candidats pour les élections fédérales allemandes de ce dimanche. Le chancelier sortant social-démocrate, le vice-chancelier écologiste, la chef de l'extrême droite et le leader conservateur de l'opposition. C'est lui, Friedrich Merz, le favori du scrutin. Le millionnaire de 69 ans est crédité d'au moins 30% des intentions de vote. Le leader de la CDU prêche pour des valeurs traditionnelles et promet de placer au cœur de sa politique le renversement des processus migratoires. Friedrich Merz plaide pour un soutien militaire accru à l'Ukraine face à l'invasion russe et espère une Europe unie face au président américain. Au chapitre économique, le chef des chrétiens démocrates est libéral.
Il souhaite baisser les impôts sur les entreprises et réduire les aides sociales. A l'inverse, le chancelier sortant Olaf Scholz a pour objectif la défense de la justice sociale et plaide pour un État social fort. Le candidat du SPD est chancelier depuis 2021. Avant d'occuper la plus haute fonction exécutive de l'État allemand, Olaf Scholz a été maire de Hambourg et ministre du Travail et des Finances. Au poste de chancelier, Olaf Scholz a dû faire face à la pénurie d'énergie et à l'inflation. Face à l'invasion russe de l'Ukraine par la Russie, Olaf Scholz a lancé un effort de modernisation de l'armée allemande et Berlin est devenu le deuxième fournisseur d'armes de l'Ukraine. Le candidat des Verts a 55 ans et s'appelle Robert Habeck. L'écologiste occupe le poste de vice-chancelier et ministre chargé de l'économie, du climat et des questions énergétiques. Robert Habeck a co-dirigé les Verts pendant 4 ans, entre 2018 et 2022. Et pendant cette période, le parti a enregistré une nette hausse de popularité. Le bilan de Robert Habeck à son poste ministériel est mitigé. Son projet de remplacer les systèmes de chauffage fonctionnant au combustible fossile par des systèmes plus écologistes a nourri les divisions au sein de la coalition gouvernementale. L'AfD d'Alice Weidel rassemble 22% des intentions de vote, en deuxième position derrière la CDU, mais n'a aucune chance de gouverner. Aucun parti n'envisage de coalition avec l'extrême droite. Alice Weidel dit avoir pour modèle Margaret Thatcher. Elle est anti-migrant et pro-russe. La dirigeante de l'AfD a 46 ans, elle parle chinois, elle est lesbienne et vit en Suisse avec une partenaire d'origine sri-lankaise.